pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Mercredi, donc, c'est le temps de jaser avec Joe Hamel qui est avec nous autres ce matin sur le Prime. En plus, on a passé une petite demi-heure sympathique à jaser de toutes sortes de sujets le fun. Joe, t'es resalué sur Radio Pirate Live. Hey, demandons l'info qui est sortie sur ce qui se passe aux États et au Canada avec l'inflation, les histoires de taux également de la Banque du Canada, parce que je dis ça le même avant de lancer, là, j'en avais parlé, je pense, c'était avec qui? C'était avec Yann Sénéchal vendredi. Je voyais j'avais été surpris, c'est pour ça que j'en ai parlé, puis je sais que c'est dur à prédire, là, mais le marché américain s'attend à une pause de 2-3 mois de l'augmentation des taux et il s'attend à une diminution de 0,25 à chaque mois pour atteindre en bas de 3 à la fin de 2023. Est-ce que c'est bizarre, ça? Non, c'est plus tard que ça. Là. Tu vois, c'est une baisse d'à peu près 1% à partir de janvier, je pense. Moi, je pense que c'est 2024. C'est 2024 en bas de 2023, c'est ça. Moi, je pense que la surprise cette année, c'est qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2023. Là. Je pense qu'ils vont peut-être poser plus tard. Mais si on revient, donc, ce matin, le CPI, Consumer Price Index, qui était quand même très attendu, parce que le marché avait ce que tu dis là, le marché l'anticipait. Là, on l'a vu dans les bons. On l'a vu dans les taux, on l'a vu dans le marché de l'équité, dans la bourse. Tu vois, ce matin, l'inflation à 5%, pas mal en ligne avec les prédictions. Donc, l'inflation, entre guillemets, continue de baisser de mois en mois, mais c'est quand même le double et plus de la cible de 2% de la Fed. Et rappelle-toi nos différentes interventions là-dessus depuis maintenant 2-3 ans. Moi, je continue de penser que l'inflation va rester plus élevée plus longtemps que ce que la Fed souhaite. Et il y a un paquet de théories là-dessus, là, c'est assez intéressant. Là, tu as vu, en fait, je pense que le plus grand perdant là-dedans, c'est l'Europe actuellement. Les Américains sont en mesure de maintenir les taux plus élevés. Tu as vu l'impact sur les banques qui sont plus faibles. Tu as vu un géant Crédit Suisse s'effondrer. Mais bref, on va voir, tu vois, là, probablement un 0,25 à la prochaine rencontre et par la suite, peut-être une pause. Il reste à voir, là, mais par la suite, ben, tu vois, ce matin, ça vient de sortir, là, 10h30, la Banque du Canada maintient le taux à 4,5. Moi, je pense que c'est une erreur. La Banque du Canada aurait dû continuer à monter de 0,25, du moins pour maintenir la tendance, parce que si elle pose et qu'elle doit relever après, c'est pire. C'est pire que maintenir une tendance haussière. Oui, parce que ça va être obligé de corriger à 0,50 ou au 0,75 pour rattraper si jamais les Américains bougent. Exact. Donc, et tu sais, c'est rien d'anormal, un taux d'intérêt à 4,5 ou 5% dans le cas des États-Unis. C'est pas mal le taux naturel, même si c'est entre 5 et 7%. Là, si tu regardes les gens parlent de 30 ans, je peux te parler du graphique sur 5000 ans que j'aime bien sortir, c'est entre 5 et 10% généralement, là, l'intérêt normal. On a vraiment vécu là, depuis la fin de la crise, depuis la sortie de la crise financière de 2008, on a vraiment vécu une époque avec des taux anormalement bas et avec les excès qu'on connaît. Mais on est dans des taux qui sont beaucoup plus normaux maintenant. Mais il y a une statistique quand même capotée, parce que c'est Morgan Stanley qui en parle. C'est que en ce moment, c'est des milliards de dollars de dettes immobilières commerciales qu'il faut, autrement dit, parce que les bâtisses commerciales, à un moment donné, il faut que le prêt, il faut que tu l'extensionnes, ton prêt. Là, quand tu avais des prêts à des taux ridicules, puis là, tu montes à une certaine valeur, à un moment donné, ils disent, c'est qui va lui passer le cash? Ouais. Non, puis c'est ça. Plus aussi, il y a des. Je suis pas un expert d'immobilier commercial, mais je comprends qu'il y a des indicateurs aussi d'occupation, puis tu as une espèce de break-even. Voilà. Exactement ça. Si tu as une bâtisse commerciale, une bâtisse à bureau, où il y a beaucoup de bureaux libres, et là, toi, il faut que tu refinances ta bâtisse. À un moment donné, ça ne tient plus. Exact. Puis là, on est vraiment dans une. Écoute, moi, je pense pas que ça va disparaître. Il y a des histoires comme quoi que à peu près toutes les tours à bureau vont être converties en condos. Je pense pas que ça va arriver. Non, c'est ça. Là. Mais quand même, on a peut-être vécu peut-être une espèce de baisse de la population aussi. Là, pas une baisse de la population, mais je veux dire,
on n'est pas dans la dynamique du début des années 90, début des années 2000, où tu voyais des tours construire. Imagine, tu as vu des villes, regarde Toronto, regarde Calgary. Je pense qu'on va y penser 2 fois avant de lever une tour à bureau. Maintenant, tu vois maintenant, c'est beaucoup plus des immeubles mixtes, là, comme tu vois ici à Montréal, là, le Humanity, en bas, tu as du commercial, tu as un genre de semi-hôtel, tu as un peu d'Airbnb, puis tu as des condos au travers. Je pense que ça va être pas mal ça l'avenir des bâtisses au centre-ville, des projets mixtes, parce que des projets purement commerciaux, j'ai hâte de voir comment ça va sortir. Mais là, c'est plus. Je sais que déjà des programmes gouvernementaux, là, en fait, avec la CH. Moi, c'est pas CH. CHL. Exact. Il y a déjà des projets de condos qui peuvent lever avec des congés de taux hypothécaires plus bas. Mais il semble y avoir un problème quand même, parce que je suis d'accord avec toi quand tu regardes, puis je t'en ai déjà parlé, là, mais j'ai de plus en plus d'histoires qui sont racontées par soit des gens qui lèvent des appartements, des condos à location, ou encore qui font des immeubles, même dans un des secteurs, au Québec, le secteur le plus, celui qui est le plus actif en ce moment. Donc, c'est plus tranquille, pas mal sur les résidentiels, c'est tranquille aussi même sur les appartements, surtout avec des histoires comme Sélection Montréal puis le groupe UOT à Québec. Il y a un seul secteur où ça roule, c'est dans les parcs industriels. Donc, commercial, très tranquille, les bureaux, très tranquilles. C'est les parcs industriels où ça brasse, là, il y a un peu de construction, mais encore là, il faut qu'il y ait des terrains pour bâtir. Mais les gens à qui je parle là-dedans, là, puis tout le monde est d'accord avec ça, là, que le taux, habituellement, c'est plus aux alentours de 5 que 1,8. Sauf que, puis je t'en ai déjà parlé, c'est pas une surprise, mais eux autres, ils le vivent vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que on est comme dans une tempête parfaite. Si prenons l'exemple des vendeurs de chars. Les vendeurs de chars, on a eu la plus grosse augmentation de valeur de voitures pendant la COVID qu'on n'a jamais vue de l'histoire. OK? Donc, en moyenne, si je parle aux États-Unis, les chiffres, tu me l'as sorti l'autre fois, Jerry, oui. C'est à peu près 10 000 $, de plus pour le même char. Ou les chars que tu as besoin, là, c'est à peu près 10 000 de plus. La voiture moyenne qui était, mettons, il y a 10 ans à 20 000, alors que le taux d'intérêt est à 5, mais aujourd'hui, est à 36 000. C'est comme des proportions qui sont tellement grandes que quand tu les finances avec le taux d'intérêt qui est le taux d'intérêt normal, puis si je fais la même chose avec la construction, si quelqu'un veut bâtir, parce que là, on a un défi, là, il y a une demande de portes, parce qu'il y a des immigrants qui arrivent, puis il y a du monde, il y a des séparations, puis les gens meurent pas, etc. Donc, il y a une demande de portes, mais ils ne sont pas capables d'élever. Ils ne sont pas capables d'élever parce que la construction coûte trop cher. Les matériaux sont corrects, mais la main-d'œuvre coûte cher, malgré que c'est plus. Il y a beaucoup d'embûches aussi des villes et des comtés. En plus, ça, je pense que c'est l'obstacle numéro 1. C'est ça, puis le fait qu'ils ont diminué le nombre de terrains, qu'il n'y a plus de terrain quasiment disponible. À chaque fois que tu achètes un terrain quelque part, que tu mets quelque chose à terre pour bâtir tes affaires, ça coûte un prix de fou. Donc là, quand tu finances, ben, l'appartement, le 4,5, parce que c'est là-dedans qu'on est, là, le genre de location, 4,5 moderne, là, bel taux. Ben, qui devrait être à 1800 $, ben, une fois qu'on leur a fait le calcul, ben, il est à 2300. Et là, ben, le client qui était capable de payer à 1800, ben, il est coupé du 3/4 quand c'est rendu à 2300. Il y a juste 25 de gens-là qui sont capables de payer. Donc, c'est comme une tempête parfaite. Je comprends l'histoire des taux, mais je veux dire, là, on est comme victime de tout ce qu'on a créé avec toutes sortes d'affaires, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui marche. Là. Vas-y. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est la conséquence. Ceux qui se plaignent actuellement de l'inflation, incluant à peu près tous les partis à l'Assemblée nationale, c'est les mêmes gens qui ont supporté toutes les mesures de garder tout fermé pendant 3 ans, ce qui a mené à une expansion monétaire sans précédent en période de paix. Oui. Ce qui a mené à l'inflation, c'est ah ouais, c'est pas aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, j'ai un thread, je suis bien content d'avoir retrouvé mon compte Twitter parce que j'avais des threads où je faisais la leçon au président de l'Association des économistes du Québec qui m'accusait comme seul argument de ne pas avoir d'éducation économique. Je disais que non, dès 2001, novembre 2001, que cette orgie d'expansion monétaire-là allait mener à une augmentation de l'inflation et par conséquence une augmentation des taux d'intérêt. 2021. Ce qui nous fait vivre ce qu'on vit là présentement. Et c'est exactement ça. Donc, c'est une réaction en chaîne de mauvaise politique publique et monétaire et qui mène à d'autres interventions, mauvaises interventions, parce que le gouvernement, c'est toujours ça, son intérêt, c'est d'intervenir
tu connais le dicton, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Comment ça que le gouvernement ne fait rien? Alors que la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est justement rien faire, particulièrement dans le cas de la politique monétaire. Mais on vit actuellement, comme tu dis, une tempête parfaite. On l'a vu, tu sais, tu parles par exemple, le groupe UOT ou même sélection, ces choses-là. C'est pas étranger à l'environnement des taux haussiers, là. C'est ce genre de consortium un peu pompé à la dette, ben c'est caractéristique d'un environnement de bas taux d'intérêt, là. On l'a vu dans d'autres industries également. Quand le coût du capital est faible, ben, ça te permet justement d'avoir des industries et que tu as de la croissance. À partir du moment que tu n'as plus de croissance et que les taux montent, ben, le château de cartes s'effondre. Tu sais. C'est un peu, et ça, on le voit dans plusieurs industries. Alors qu'on a des défis à l'inverse. Moi, je pense que c'est ça qui est un peu le bon côté des choses. Tu regardes dans le domaine des ressources, tu regardes dans le domaine dans le oil and gas, on a un problème qui s'en vient, c'est qu'on n'a pas assez investi en exploration pour le secteur des ressources. Fait que tu vas avoir un gap incroyable, Jeff, si la tendance se maintient, tu sais, dans on parle souvent du lithium, tout ça, mais dans le cuivre, dans le nickel, il y a un paquet de métaux comme ça qui a un gap avec la consommation anticipée versus la production qui va être... et tout ça, ça a été amplifié avec la guerre en Ukraine, etc., évidemment. Mais tu as des vrais défis économiques devant toi et on dirait que personne a les yeux sur la POC. C'est ça qui est impressionnant. Parce que, ultimement, je regarde, mettons, les voitures. Là. Oui. Mettons une voiture avec les taux d'intérêt, puis je parle de voiture moyenne. Là, ma fille a eu un accident, donc il a fallu que je remplace. La même voiture, au lieu d'être 341 par mois, c'est 545. C'est ça. Pour une voiture de même année, c'est des voitures neuves. Là. Il y a 200 $ de plus, donc ça veut dire à peu près 2500 $ de plus par année. Donc, il va y avoir il y a des choses qui s'en viennent spéciales. Là. C'est pas tout le monde va pouvoir avoir 2 chars neufs dans le cours, contrairement à ce qu'on pouvait avoir avec un taux d'intérêt à 2 %, des prix qui étaient un peu plus logiques, là, qui sont complètement démesurés. Donc, puis c'est la même chose pour le logement aussi. Je sais qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été touchés. Le linge n'a pas été touché. La bouffe, c'était écœurant comme on s'est fait démolir. Puis on a changé la bouffe. Le steak, il y en a moins. Du poulet avec un spécial chez IGA cette semaine à 4,99 la poitrine de poulet. La livre, on va dire de quoi? Tu ne vas pas un gros lunch avec ça, là? Donc, il y a des changements. Je ne vous dis pas qu'on s'en va vers l'Argentine, puis le Brésil, puis pire, le Venezuela. Il y a une réalité. Mais il y a quelque chose qui va changer drastiquement, là. La réalité, Jeff, c'est que tu es dans le showroom, tu vois la voiture, ça fait ton affaire, puis dans le bureau de crédit, il ne te passe pas l'argent. À un moment donné, ça bloque. Écoute, il regarde ton salaire, il regarde ton salaire, et il dit OK, OK, non, on ne peut pas vous prêter de l'argent. Tu sais, je te parlais excuse-moi, je te parlais du commercial tantôt. C'est si la bâtisse commerciale, tu renouvelles la bâtisse à des taux supérieurs, mais ta bâtisse est au tiers vide, le problème, c'est que si tu veux la remplir, tu ne peux pas avoir des locaux plus chers. Non, mais là, tu avais un paquet de frais communs là, qui étaient distribués à travers le locataire, c'est-à-dire qu'il y a moins de locataires. Donc, oui. Ça, c'est toute une espèce de spirale à un moment donné où ce que ça bloque. Ça bloque comme, je me répète, ça bloque. C'est tout que ça bloque. Ça bloque quand le gars il arrive, il a vu le beau char dans le showroom, quand il arrive dans le bureau de crédit, la fille qui est là, elle dit, ben non, on ne peut pas vous prêter l'argent. Mais c'est là que ça bloque. Ça se termine là. Je ne peux pas te payer. Je ne peux pas te donner ce que j'ai pas. Là. À un moment donné, ça bloque. Le logement à 2300 $ par mois, il bloque. Ça bloque. Non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que tu avais les banques centrales, rappelle-toi, là, ça, c'était incroyable de voir ça. Là. Je pensais pas voir ça de mon vivant. Là. Les banques centrales, la Banque du Canada, même je pense que la Fed avait dit n'augmentez pas les salaires des employés, ça va juste entrancher l'inflation. On va rentrer dans une spirale inflationniste. Fait que tu vois que ces gens-là ne savent absolument pas ce qu'ils font. Là. C'est souvent présenté comme des grands prêtres là, de l'économie. C'est de l'improvisation sur toute la ligne. Et alors que, tu sais, tu pouvais faire une simple assumption que, justement, que l'expansion de la base monétaire allait créer un peu ce qu'on vit présentement avec les conséquences qu'on voit, tu sais, sur l'ensemble de l'économie. Mais et malgré tout, je pense pas qu'on va voir, tu as vu un peu la réaction du marché ce matin, je pense pas qu'on va voir
pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises aussi, à quel point cette récession-là était annoncée, flashée dans tous les médias. Ce qu'on va voir, c'est peut-être, je pense peut-être pas le soft landing, mais peut-être pas loin, honnêtement. Là. Peut-être pas loin de ça, mais du moins dans un environnement de taux, dans un environnement inflationniste, d'inflation qui est plus élevé que la cible. Moi, je pense pendant peut-être des années. Là, on va être en haut, puis d'ailleurs, ils vont tenter de normaliser, là, c'est ça qui s'en vient. Là. Ils vont tenter de normaliser le 4-5 % comme le nouveau 2 %. C'est ça qui va se passer. Oui, c'est ça. Exact. Écoute, moi, je pense que si l'avion avait eu à s'écraser, ce serait déjà fait. Mon feeling, là, c'est que je comprends, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il y a toujours un laps de temps entre les gestes de la Banque centrale puis la récession. » Moi, non. Moi, je pense que où on était, là, sur le high comme on était, puis la manière qu'ils nous ont corrigé à la vitesse qu'ils l'ont fait, puis surtout trop tard, là, s'il y avait eu un crash à avoir, l'avion aurait perdu ses moteurs, il y aurait un maudit bout. Donc, effectivement, j'ai plus le feeling qu'on s'en va vers un soft landing qu'un méga crash. Mais il y a, chez les retraités, il y a peut-être la famille moyenne. Puis je sais qu'on s'en va de plus en plus vers ça parce que, tu sais, on a toujours travaillé en tant que société, on a toujours dit on ne veut pas avoir trop d'écart entre les riches et les pauvres, puis on veut que tout le monde soit un peu dans le milieu. Et toutes les décisions que ces gens-là ont prises au nom du socialisme, puis de toutes les règles qu'ils ont rajoutées, puis toutes les affaires qui se sont mis dans la tête à partir de toutes les taxes qu'ils rajoutent, le climat, le ci, le ça, bien, ils sont en train de provoquer et de bâtir exactement ce qu'ils nous avaient dit qu'on n'allait pas avoir. D'écart entre les riches et les pauvres, on s'en va vraiment vers... je dis pas qu'il va y avoir pas beaucoup de riches, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il va y avoir peut-être un genre de 50-50 où tu vas avoir des gens que l'appartement à 2300 sont capables de le prendre, le char à 200$ de plus par mois, ils vont le prendre, ils vont avoir un deuxième dans le cours, pas de problème. Mais c'est le 50% autre, il n'y aura plus de milieu. Puis ça, on le voit depuis longtemps, là, mais je pense que cette crise-là de COVID, puis de toutes les mauvaises décisions qu'on a prises, ben c'est ça que ça va avoir brisé. Quand un jour, dans 50 ans, on va dire quand est-ce que la classe moyenne a disparu? On va arriver, puis bang, le radar va arriver, puis le crayon va tomber sur la période de la COVID. Mais il y a des pays où il n'y a pas de milieu. Normalement, c'est un pays de cul. Je sais. Non, puis c'est ça, puis ça crée des réactions politiques. D'ailleurs, je pense que c'est l'opportunité, puis tu regardes Pierre Poilievre, il utilise bien ce levier-là de constamment mettre le doigt sur, tu sais, il appelle l'inflation, c'est the cost of government, là. C'est le coût du gros gouvernement, c'est le coût des déficits inflationnistes. Il faut constamment répéter ça. Puis l'avenir, justement, ça va être justement des baisses de taxes, des baisses d'impôts, des baisses de taux, des baisses de frais sur certaines choses. Ça va être ça qui va gagner des élections là, dans le futur. Là. Donc, moi, je pense qu'il peut quand même avoir... je pense ça ressemble beaucoup à la fin des années 70, début 80. L'inflation est différente. Oui, je ne pense pas qu'on va monter à 15-17 %, mais quand même, sur le fond, des États-Unis qui reculent sur la scène internationale, un président faible, une ambiguïté sur la situation économique. Tu as vu après ça, les années Reagan, sans faire de mauvais rapprochements. Je pense qu'on pourrait voir quelque chose à l'international où tu as un retour un petit peu à la normale sur la scène politique avec un allègement fiscal généralisé. Après, un 10 ans là, de paternalisme avec Obama, elle en Allemagne, là, comment elle s'appelait? Ces gens-là étaient tous alignés sur des objectifs internationaux. Là, ils s'étaient coordonnés pour d'ailleurs monter le taux taux d'impôt des sociétés avec un minimum mondial. Une folie totalement non justifiée. Donc, je pense que là, ça va aller plus. Tu as toujours l'effet ratchet. Je veux dire, quand ça clique d'un bord, c'est rare que ça revient à un même niveau, sinon en deçà à l'avenir. Mais du moins, si tu pourrais avoir une tendance un petit peu inverse pour au moins un cycle électoral, ça pourrait être intéressant. Moi, je suis un incrémentaliste. Là, donc, je pense que n'importe quand tu vas dans la bonne direction, c'est une bonne chose. Bon, mais quand j'espère qu'on va réussir à clairer Trudeau plus sacrement. Là, donc, c'est la chose la plus importante dans les 2 prochaines années. Oui. Tout le focus devrait être là-dessus, c'est sortir Justin Trudeau. Oui. Au Québec, on est fourré. Là. Il y a un parti à date, là, puis c'est un parti d'imbéciles. Ça va se jouer. Écoute, ça va se jouer. Je te l'ai dit, quand je suis allé à Toronto, j'ai senti un petit peu de changement de vieux rouge, de la communauté financière traditionnellement libérale là, qui commence à en avoir plein son casse. Donc, moi, j'ai confiance que d'ici là, ça va se jouer avec l'Ontario. C'est l'Ontario et le BC, dans le fond. Là, parce que le Québec, il peut avoir 5-6 députés de plus, fine, mais ça va se jouer là.
Thank you, Joe, c'était le fun. Ben le fun, puis on se repogne la semaine prochaine. Joe Hamel est avec nous autres. On est sur le bord de parler avec Reg. OK, Reg, on ne savait pas trop si Reg allait être disponible parce que Reg était dans l'avion hier. Donc, Régent Tremblay va être avec nous aujourd'hui exceptionnellement. Mais on a comme l'impression qu'on est mardi pareil, vu qu'on est en congé lundi. Donc, ça ne change pas grand-chose. Merci à Joe Hamel qui est avec nous autres en passant sur Prime. Si vous voulez aller vous abonner, allez sur radiopirate.com et joignez-vous à la grande famille de pirates. On a déjà fini, on fait une pause et on revient après sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.